Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du cycle de conférences de la Fondation de la France Libre. Nous accueillons aujourd'hui avec un immense plaisir l'un de nos meilleurs historiens, Sébastien Albertelli, est professeur agrégé et docteur en histoire. Il est également un peu ici chez lui, il le sait car il est aussi membre du conseil scientifique de notre fondation. Sébastien a consacré plusieurs ouvrages à l'histoire de la France libre et des services secrets du général de Gaulle en 2009 pour le premier d'entre eux, d'histoire du sabotage en 2016, de la lutte clandestine en France en 2019 avec Julien Blanc et Laurent Douzou, et aussi d'un très bel ouvrage sur l'histoire du corps des volontaires françaises en 2020. Elles ont suivi De Gaulle. Sébastien Albertelli, qui a déjà donné ici plusieurs conférences très appréciées, revient nous présenter l'ouvrage qu'il vient de faire paraître, Le colonel Passy, le maître espion du général de Gaulle. Le créateur du BCRA, qui assure la liaison avec la résistance, organise des réseaux de renseignement et met sur pied une armée secrète, une extraordinaire destinée, avec ses lumières, mais aussi ses zones d'ombre, que notre conférencier va nous exposer évidemment aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir notre ami Sébastien Albertelli à la Fondation de la France Libre. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Merci à vous d'être venu. Merci Christophe pour cette invitation. La Fondation de la France Libre est la première à me donner l'occasion de parler de ce sujet tout récent, de cette actualité récente, puisque le livre est sorti il y a à peine 15 jours. Et c'est un plaisir de voir qu'une telle fondation, au-delà de son rôle, disons, mémoriel, qui est évidemment fondamental, s'attache à favoriser la diffusion de la connaissance historique. Et le rapport entre les deux, on le sait, est loin d'être simple. Hein. Le rapport entre mémoire et histoire est loin d'être simple. Et le cas du colonel Passy, dont on va parler aujourd'hui, illustre bien cette difficulté. Alors, retracer la vie d'un homme se fait assez naturellement de façon chronologique, en commençant par le début. Encore faut-il déterminer ce qu'on va appeler le début de la vie non pas d'un homme, mais d'un personnage, car le colonel Passy est plus qu'un homme, il est devenu un personnage. Et du coup, j'ai choisi non pas de faire débuter son histoire en juin 1911, c'est-à-dire au moment de sa naissance à Paris, mais plutôt le 1er juillet 1940, au moment où il est entré dans l'histoire précisément, en ralliant, et c'était alors un des tout premiers et un des très rares officiers à le faire, en ralliant le général de Gaulle et la France libre. Il s'appelait encore à l'époque, à ce moment-là, André de Wavrin, mais il n'allait pas tarder à prendre son nom de guerre sur une station de métro de la ligne, à l'époque, Étoile Nation, pardon, donc la station Passy. La station Passy. Alors, entre ces deux dates, donc 1er juillet 1940, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà lu cette scène, il l'a racontée et on n'a pas d'autre source que son récit, mais enfin son récit est vivant. Le général de Gaulle lui pose une série de questions assez sèches, comme il savait le faire, sur ce qu'il est, sur les études qu'il a fait, et puis il conclut un entretien très très bref par très bien, vous serez le chef de mon deuxième, à l'époque aussi du troisième bureau, et voilà qui est fait, et donc Passy entre dans la France libre, et d'une certaine façon, enfin voilà, les deux hommes ont fait un pari. Lui, il fait le pari de suivre le général de Gaulle, et le général de Gaulle fait le pari de confier à ce jeune homme qui se présente devant lui un rôle dont on va le voir, être assez important. Alors entre ces deux dates, entre 1911 et 1940, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il n'y a pas grand-chose en fait à retenir, hein. Il a 29 ans en 1940, donc bon, sa vie n'est pas très dense. On peut retenir sur sa famille, il vient d'une famille assez aisée, parisienne mais originaire du Nord. Il est orphelin de père, il a perdu son père en 1914, non pas pendant la Première Guerre mondiale, mais juste avant, son père est mort de maladie. C'est le petit dernier d'une fratrie, et il dit lui-même qu'il n'a pas l'esprit, enfin disons, il n'a pas beaucoup l'esprit de famille. Alors bon, c'est pas quelque chose qui est fondamental pour lui. Autre caractéristique, sa formation. Il a suivi un parcours brillant qui l'a mené jusqu'à l'école polytechnique. Il a
absolument détesté cette expérience. Et d'ailleurs, je peux le dire maintenant, en 1940, fin 44, quand on lui proposera de lui confier la direction de l'école polytechnique, il dira non merci, si je prenais la direction, la première chose que je ferais, c'est que j'y mettrais le feu. Donc, voilà. Donc, il a vraiment détesté cette expérience, qu'il compare à une expérience carcérale, en fait, pas très enthousiasmante. Il est entré à Polytechnique un petit peu âgé, enfin il a passé le concours en ce qu'on appelle en surlimite, ce qui fait qu'il n'avait pas le choix à la sortie, il n'avait pas d'autre choix à la sortie que de s'engager dans l'armée, ce qui n'était pas un choix, enfin ce qui est assez naturel pour un polytechnicien, mais enfin il y avait beaucoup de polytechniciens à l'époque qui ne le faisaient pas. Donc voilà, il a un bon rang, donc il rentre dans l'arme du génie. Et avant la guerre, il occupe, grâce à une intervention de sa mère, il occupe un poste à l'école militaire de Saint-Cyr et il est professeur de fortification, ce qui ne le met pas en pointe de la modernité militaire en 1940, voilà, ou 39-40. Autre originalité, à Saint-Cyr, il est le seul à être marié. Il s'est marié très tôt, on ne sait pas beaucoup de choses de cette union, sinon que Jeanne Gachot et André de Wavrin ont eu 2 enfants, Daniel qui naît en 1936 et Marielle qui naît en 1939. Là aussi, c'est pas très politiquement correct, mais enfin, il n'a jamais témoigné un attachement très net, en tout cas, à cette première famille. On parlera de la seconde un peu plus tard, pour laquelle ça a été différent. Voilà. 1939, il s'ennuie ferme, pour tout dire, et 1940, il se porte très tôt volontaire pour partir en Norvège. Vous savez que la France et l'Angleterre mènent une bataille pour essayer d'interdire l'accès aux minerais de fer suédois à l'Allemagne nazie dans le nord de la Norvège, vers Narvik. Alors, il y a 2 aspects importants. Donc, cette troupe va finalement être évacuée en mai 40 pour revenir en France et puis être prise dans le maelstrom de 1940, mais il y a 2 choses à retenir. Un, en Norvège, il est parti seul. Enfin, il n'avait pas de troupe, il était officier sans troupe. Donc il a commandé des hommes en Norvège, on a mis sous ses ordres des Britanniques, des Polonais, etc. Mais enfin, il n'avait pas une unité à lui dont il était responsable, et ça va avoir son importance pour la suite. Et puis, comme ceux qui reviennent de Norvège, il n'a pas connu la débâcle. Il n'a pas connu cette débâcle de mai-juin 1940 en France, qui laisse quand même un impact, qui fait un impact très fort sur ceux qui l'ont subi. Bon. Et donc, si on prend en compte pour Passy à la fois son patriotisme indéniable, son rapport, disons, distancié à sa famille, et le fait que finalement les choix qu'il fait n'engagent que lui-même, on comprend peut-être un petit peu mieux son choix de rester à Londres, choix pour lequel il a hésité évidemment, et choix qui reste un choix intimement personnel. Voilà. Bon, il fait partie de ceux qui choisissent de sauter dans l'inconnu. Donc il rencontre le général de Gaulle le 1er juillet 40, et à partir de là, la chronologie pourrait reprendre ses droits. C'est ce que j'ai fait dans le livre, parce que je ne suis pas un sorcier, voilà, je suis globalement son évolution chronologique, mais aujourd'hui, je vous propose d'emprunter une autre voie. Alors j'ai oublié ça, c'est une photo de lui à son retour de Norvège. Je vous propose d'emprunter une autre voie. Plusieurs journalistes m'ont demandé, c'est assez fréquent, si je pouvais présenter Passy en 3 mots. Alors l'exercice est évidemment très réducteur, mais il a un avantage, c'est de se concentrer, de contraindre à se focaliser sur l'essentiel, et davantage à chercher à comprendre qui est ce personnage que ce qu'il a fait. Raconter toute son histoire. Donc je vais effectivement essayer de répondre plutôt à la question qui était le colonel Passy que qu'a fait le colonel Passy, même si, évidemment, pour comprendre ce qu'il est et l'importance qu'il a prise, il faudra que je rappelle relativement précisément ce qu'il a fait. Voilà. Le portrait, et en réalité, en plus, je vais tricher, parce que c'est moi qui parle, donc c'est moi qui ai établi les règles, donc il y a 3 mots, mais autour de ces 3 mots, je vais en mettre tout un tas d'autres qui sont appelés par ces 3 mots et qui gravitent autour. Voilà. Alors le portrait qui va en résulter, oui, il y a des gens qui ne sont pas contents de ne pas pouvoir assister, ils se plaignent. Donc le portrait que je vais dresser va être tout à fait incomplet, on aura l'occasion, j'espère, d'en discuter après, un peu impressionniste, mais j'espère malgré tout fidèle. Voilà. Alors le premier mot qui vient à l'esprit quand on pense au colonel Passy, c'est incontestablement efficace.
efficace parce que l'histoire du colonel Passy, c'est une success story. Voilà. C'est l'histoire d'une réussite absolument exceptionnelle. C'est celle d'un homme de la France libre, hein, on est à la fondation de la France libre, celle d'un résistant d'un type particulier, d'un résistant de Londres essentiellement, Londres et Alger, basé à Londres en tout cas, qui va mettre en place une administration essentielle de l'État que le général de Gaulle bâtit à Londres puis à Alger. Cette administration, tu l'as dit Christophe tout à l'heure, qu'il monte, ce sont les services secrets. Ce sont les services secrets qui ont un rôle beaucoup plus important pendant la guerre qu'aujourd'hui, puisque le général de Gaulle construit un État depuis Londres, alors que son territoire, le territoire sur lequel il entend exercer son autorité, c'est le territoire métropolitain. Donc il y a un trou entre les deux, hein, qui s'appelle la Manche, et il va falloir établir le lien entre les deux. Bon. Alors, il crée ses services absolument ex nihilo. À partir de rien, il n'a strictement aucune expérience, si ce n'est avoir lu quelques romans d'espionnage. Il n'a aucune expérience, il n'a aucun moyen, quelques livres sterling. Son premier bureau, c'est une pièce vide avec 2 chaises et une table. Voilà. Il part vraiment de strictement rien, et il va monter donc un service qui va changer de nom au fur et à mesure de la guerre, qui va d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appeler le deuxième bureau, puis le service de renseignement, qui en 1942 va prendre le nom sous lequel il va rester, disons, connu dans l'histoire, le Bureau Central de Renseignement et d'Action, le BCRA, et puis donc qu'il va diriger. Et ce BCRA fusionnera ensuite avec les services du général Giraud à Alger pour devenir ce qu'on appelle la Direction Générale des Services Spéciaux, donc les services de renseignement de la France réunifiés. Bon. Donc, pendant la guerre, voilà, il crée et il dirige les services secrets. Juste après la guerre, donc là la guerre n'est pas tout à fait finie d'ailleurs, au printemps 1945, il va reprendre la tête des services, il y a un petit intermède, et puis il va reprendre la direction des services spéciaux, qui s'appelle, ils ont encore changé de nom, bon, peu importe, ça s'appelle la DGER à ce moment-là, et donc c'est lui qui va faire basculer les services secrets du temps de guerre au temps de paix. Et donc lui qui a passé toute sa guerre à construire quelque chose, à rassembler des moyens, à la fin de la guerre, ce qu'il a créé est devenu trop gros par rapport aux besoins du temps de paix, et donc son rôle, ça va être d'élaguer. Voilà. Lui qui a construit, il va d'une certaine façon détruire et renvoyer sérieusement, enfin rétrécir le service qu'il a créé. Et puis, il va élaguer, et finalement, fin 45-46, il va créer finalement les nouveaux services secrets de la France, cette fois de la France d'après-guerre, en prenant modèle sur les services secrets britanniques, qui sont, c'est normal, en tout cas il a appris à apprécier leur efficacité pendant la guerre, et donc fin 1945, il crée ce qu'on appelle à l'époque le SDEC, on dit souvent la DEC plutôt que le SDEC, mais le SDEC qui deviendra en 82, qui changera juste de nom pour devenir la DGSE actuelle. Donc voilà, donc il a un rôle vraiment central dans la naissance des services secrets contemporains et dans l'histoire de la France libre. Alors ce faisant, je vous ai mis un schéma d'organisation, je vous projette ça. Ce faisant, donc, il a doté la France d'abord de réseaux de renseignement, d'un grand nombre de réseaux de renseignement extrêmement puissants, placés au service de la France libre. Alors là, vous avez l'image, par exemple, en bas à droite, de Rémy. Voilà, le plus connu et le plus grand de ces réseaux s'appelle la Confrérie Notre-Dame, de Gilbert Renaud, alias Rémy. Ces réseaux de renseignement, ils sont à la fois au service de la France libre et des Alliés. Et le chef des services secrets américains à la fin de la guerre, le général Donovan, estimera que 85% à peu près des renseignements utilisés par les Alliés lors du débarquement en Normandie provenaient de sources françaises, c'est-à-dire de ces services-là. Voilà, donc un rôle considérable, et le général de Gaulle ne s'y trompera pas, qui écrira, je le cite, « Je n'oublie pas que nous lui devons l'organisation et la mise en place de l'ensemble des réseaux de renseignement de la France libre. » Ces réseaux de renseignement jouent un rôle très important. Mais il va aussi doter la France libre d'un service d'action militaire et politique, c'est-à-dire d'un service qui va assurer la liaison entre De Gaulle à Londres puis à Alger, disons le gouvernement français, même si vous le savez, ça ne porte pas ce nom-là pendant la guerre, et les résistants de l'intérieur, à la fois dans le domaine militaire,
donc dans le domaine militaire, sous les ordres du chef d'état-major du général de Gaulle. Et donc c'est ces services d'action qui vont créer, tu l'as rappelé tout à l'heure, l'armée secrète notamment, donc qui va organiser ce qu'on appelle l'armée secrète. C'est en fait un très très vaste réseau de saboteurs qui doit entrer en action au moment du débarquement en Normandie pour ralentir les Allemands et donc favoriser l'installation de la tête de pont alliée. Donc ça c'est dans le domaine militaire. Et puis le service va également travailler dans le domaine politique pour le compte du commissariat national à l'intérieur, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, qui, lui, va mener une action politique en France pour unifier les résistants sous l'autorité du général de Gaulle. Vous avez, j'ai mis l'image de Moulin, c'est évidemment Jean Moulin qui va jouer le rôle essentiel dans ce domaine-là, avec l'unification et la création du CNR. Tout ça passe par les services mis sur pied et dirigés par le colonel Passy. Donc c'est un rôle essentiel dans les liens qui vont se tisser entre ce qui est à Londres, le général de Gaulle, et ce qui est en France, et donc dans la préservation de l'unité française au moment de la libération. Ce succès, c'est avant tout le sien, et quand on dit efficace, en réalité, on peut aller plus loin, le colonel Passy est devenu absolument indispensable. Indispensable. Personne, alors si bien sûr, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont imaginé de s'en passer, mais enfin, tous ceux qui étaient directement impliqués dans la politique de la France à ce moment-là, et même au-delà, considèrent qu'il est impossible de se passer de lui. Je vous cite quelques exemples. André Manuel, qui était son adjoint, écrira en 1943 que son poste n'est convoité que dans la mesure où il l'a rendu important. C'est certain qu'une fois qu'il a eu créé tout ce que je viens de vous décrire là, le poste était enviable et il a fait des envieux, et donc on a essayé de le lui prendre, c'est certain. Mais alors, André Manuel était très attaché à Passy. Quelqu'un comme Georges Boris, pour le coup avec lequel les relations étaient plus compliquées parce qu'il il dépendait pas de lui, il n'était pas sous son autorité, il travaillait pour le commissariat à l'intérieur. Il écrit à son tour en 1943 « Plus je le pratique, plus je pense que malgré les critiques qu'on peut lui faire, Passy est d'une classe supérieure. Je n'aperçois pas comment les choses marcheraient sans lui. » On peut aller à l'étranger. Anthony Eden, Foreign Office, donc le chef de la diplomatie britannique, qui écrit en 1944, parce que, là encore, on lui demande de se débarrasser de Passy. Si le colonel Passy était relevé de ses fonctions actuelles, à quelques mois du déclenchement d'opération, il s'agit du débarquement, ce serait un désastre. Voilà. Donc, vous avez... Voilà, tout le monde considère qu'on ne peut pas faire sans Passy, et évidemment, j'ai laissé de côté pour la fin le plus important, le général de Gaulle. Le général de Gaulle lui-même considère que il ne peut pas se passer du colonel Passy, il ne s'en séparera jamais, malgré les très nombreux appels du pied ou demandes express qui lui seront formulées, et même quand il donnera l'impression de se débarrasser de lui, en fait, il le fera sortir par la porte et rentrer par la fenêtre. Je vous donne trois exemples. Novembre 1943, les services gaullistes et les services girodistes fusionnent. C'est très compliqué, ils se détestent, bon, ils fusionnent à Alger, ils créent la direction générale des services spéciaux, et évidemment, aucun d'eux ne souhaite que ce soit un d'eux qui prenne la direction de ce service. Donc, Passy est hors jeu. De Gaulle nomme Jacques Soustel, un gaulliste pur jus également, et aussitôt, il nomme Passy directeur technique des services spéciaux, c'est-à-dire en fait celui qui en pratique dirige les services spéciaux. Donc, il a l'impression, on donne l'impression qu'il n'a plus la tête des services spéciaux, mais en réalité, c'est lui qui contrôle absolument tout. 1944, c'est peut-être encore plus net, quelques mois plus tard, il est en conflit au couteau, c'est l'expression est lui, avec Emmanuel Dastier, qui est le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Dastier exige son départ. Cette fois, le général de Gaulle ne peut pas se permettre d'avoir une crise politique avec Emmanuel Dastier, donc il effectivement retire la direction technique des services spéciaux à Passy, et aussitôt, il le nomme chef d'état-major du général Koenig, qui est responsable de la direction de toutes les forces armées françaises, et donc qui contrôle l'action clandestine, et donc en fait Passy reprend le pouvoir qu'il avait juste avant. Voilà. De la même façon, on le verra, enfin, en 1945-46, de Gaulle hésite, à de nombreuses reprises, on lui demande, etc. Il le nomme par intérim, mais il le garde. Il le garde, voilà, tout le temps, jusqu'à Passy démissionnera des services secrets un tout petit peu après le départ du général de Gaulle. Donc le général de Gaulle ne s'en est en réalité jamais séparé. Passy est réellement indispensable. Alors, à quoi ça tient? À quoi ça tient cette efficacité de cet homme? Tout le monde s'accorde à dire
que ça tient d'abord à une intelligence absolument hors norme. Voilà, il est brillant, tout le monde le dit, il suffit de lire les appréciations qui sont écrites par ses supérieurs dans son dossier militaire, supérieurs qui ne l'apprécient pas tous, hein, mais qui sont tous obligés de reconnaître qu'il a une tête très 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 bien faite, très organisée, et que voilà, ça fonctionne très bien. Il est intelligent, il est aussi extrêmement dynamique. Très dynamique, De Gaulle dira « son allant était remarquable ». Il est extrêmement dynamique. Bon, alors c'est difficile à illustrer, si ce n'est par la négative. Il y a un moment, dans toute cette histoire-là, à l'été 1943, après l'arrestation de Jean Moulin et au moment où on discute du remplacement de Jean Moulin, où Passy va pas bien. Passy va pas bien, il n'arrive pas à imposer son point de vue, etc. Et tout d'un coup, finalement, son dynamisme disparaît un petit peu et le service fonctionne beaucoup moins bien immédiatement. C'est Jacques Bingen qui le note notamment dans un courrier de l'époque et qui écrit « Que reste-t-il lorsque le jeune patron ne paraît plus avoir son dynamisme si merveilleux de toujours ?» Voilà, quand Passy va, le BCRA va. Quand Passy va pas bien, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Donc, un dynamisme incontestable. Ce dynamisme, il est lié à sa jeunesse aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme qui a 29 ans en 1940. Alors, je vous montre là, voilà, ça c'est la fiche d'engagement dans la France libre. Ne vous préoccupez pas de la date parce qu'il post-dater les choses. Bon, il s'est engagé le 1er juillet. Voilà, vous avez là la photo de Passy, d'André de Wavrin quand il s'engage en 1940. On ne peut pas nier qu'il a un air poupon quand même et qu'il fait effectivement très jeune. Ceci dit, il faut rester prudent. Il faut rester prudent, c'est-à-dire que bien sûr il a l'air jeune, tout le monde va le remarquer, mais surtout ses adversaires, et surtout à partir d'un certain moment. C'est-à-dire qu'en 1940, que le général de Gaulle nomme un jeune capitaine pour diriger un bureau qui se résume à une pièce vide avec une chaise et une table, ça ne choque personne. Enfin, c'est pas du tout étonnant. Pas du tout étonnant. Ce qui va devenir étonnant, c'est qu'évidemment, il va monter dans la hiérarchie extrêmement vite. Il est colonel, il a 33 ans, colonel plein à 33 ans. Et donc, là, évidemment cette montée très rapide dans la hiérarchie et cet air toujours très jeune va créer des frictions avec les hommes notamment avec les hommes de Vichy. Alors, on n'a pas le son, c'est dommage. Je vous montre, parce que je voulais vous montrer des images et le son est assez important. Alors, je ne vais pas décaler. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de vous en montrer deux, je vais en montrer qu'une, et puis je vais vous la montrer sans le son, et puis ensuite je vous mettrai le son sur mon ordinateur. Je suis désolé, on n'a pas trop de... Donc voilà. C'est là un extrait de l'Armée des Ombres. C'est quand même dommage de ne pas avoir le son, je vous le dis. On peut pas faire... Ah, on peut rien faire. Bah non, mais si je mets le son, vous allez avoir un mauvais doublage. Je vais vous mettre le son juste après, vous aurez sa voix. Voilà. C'est comme Donc vous l'avez là, éternelle cigarette. Oh, il était chaud, oui, quasiment. Il n'avait pas beaucoup de cheveux. Dès 1940, hein, ça arrive à des gens très bien. Hein. Alors, bon, on voit ce que ça donne, juste pour que vous ayez le... Bon, il passe dans Londres. Melville est très fort parce qu'il tourne en 1968-69, Londres a beaucoup changé, donc il filme les immeubles en hauteur. Je peux prendre une fois. C'est le seul à parler, donc vous allez comprendre. Car, comme vous le savez, les Anglais n'ont qu'une confiance modérée dans l'efficacité de la résistance française. Ils veulent garder tous les avions disponibles pour aller bombarder l'Allemagne. Mais je vais renforcer vos transmissions. Et pour ça, je vais vous envoyer un certain nombre d'opérateurs de radio qui sont disponibles. Et je vais renforcer aussi vos agents
pour améliorer les terrains d'atterrissage dont nous avons besoin avec les Lysander. Voilà, je ne passerai pas à l'autre, il y a un autre extrait avec la remise de la Croix de la Libération par le général de Gaulle. Pourquoi est-ce que la scène, moi, je la trouve vraiment passionnante? Il y a au moins deux raisons. D'abord, c'est que Passy a servi de conseiller, et donc le cadre qui est reproduit est vraiment extrêmement fidèle à la disposition des choses pendant la guerre. Et puis la deuxième, c'est qu'on est en 1969. On est en 1969, c'est-à-dire 25 ans après la Libération, et vous mettez Passy dans son rôle, et ça ne choque pas. Voilà, il est parfaitement crédible, il pourrait être encore un peu plus vieux que ça ne choquerait pas de le voir comme chef des services secrets. Donc ça vous dit que 25 ans plus tôt, il était déjà le chef des services secrets français et l'un des hommes les plus puissants de France. Donc oui, il était particulièrement jeune quand même. D'accord ? Voilà, donc alors ça, je vais essayer de... Tac, tac... Ah, voilà. Donc, cette jeunesse, elle s'accompagne d'un trait de caractère que je qualifierais d'anticonformiste. Il est anticonformiste, Passy déteste les hommes engoncés dans des traditions conformistes. Il n'aime pas les vieux. Il n'aime pas beaucoup les militaires, voire pas du tout les militaires, ce qui pour un militaire est pas banal. Il les juge, en tout cas l'expérience qu'il en a eue en 1940 et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qu'il croise à Londres, il les juge peu dynamiques, très conformistes, et de ce point de vue, évidemment, De Gaulle, de son point de vue, fait exception à la règle. Lui, ce qu'il apprécie, c'est le pragmatisme, la réflexion en dehors des sentiers battus, en dehors de ce qu'il appelle les sacro-saints mémos d'état-major auxquels se réfèrent sans arrêt les officiers d'état-major, et il n'hésite pas à avoir des points de vue qui sont tout à fait différents de ceux qui l'entourent. Par exemple, en 1940, alors il l'a caché par la suite, mais en 1940, il fait partie avec quelques jeunes de la France libre de ceux qui disent il faut arrêter de se prendre la tête avec les Anglais sous prétexte qu'ils veulent nous prendre notre empire, etc. Il faut réinitier la relation avec les Britanniques sur une base de confiance. La confiance va attirer la confiance, etc. Bon, il changera d'avis après, par pragmatisme aussi, mais en 1940, voilà, il considère qu'il faut être pragmatique. Les Britanniques, c'est eux qui les accueillent, il faut travailler avec eux, il faut essayer de leur faire confiance, etc. etc. Après, je vous le dis, il change d'avis, mais il est tout de même pragmatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix, il faut travailler avec eux et donc il va faire avec. En tout cas, il ne va pas aller comme le général de Gaulle sans arrêt à la limite de la rupture sous prétexte qu'il n'est pas d'accord. Donc voilà, donc, une forme d'anticonformisme, je vais y revenir parce qu'il y a d'autres traits de son caractère qui s'y réfèrent. C'est par ailleurs un homme qui n'est pas seul, il est entouré. Une de ses qualités, une des qualités des grands chefs, c'est de bien savoir s'entourer, il sait bien s'entourer. Il s'est entouré à Londres, alors je ne peux pas les citer tous, mais il y a quelques hommes qui vraiment ressortent. Il y a André Manuel, donc André Manuel que Passy recrute pour être son adjoint dès 1940, et les deux hommes forment vraiment un tandem extrêmement efficace à la tête du service. Ils se brouilleront après, et Passy aura des mots extrêmement sévères à l'égard de Manuel. Il n'empêche que dans ses mémoires, il écrit, je cite, « Tout ce que nous avons bâti, créé, nous l'avons fait ensemble. Et le BCRA, avec ses succès et ses échecs, ses réalisations et ses erreurs, fut notre œuvre commune. » Donc voilà, il peut s'appuyer sur un homme qui connaît les moindres rouages d'un service qu'il a construit avec lui. L'autre homme avec lequel il va nouer des relations particulièrement proches, c'est Pierre Brossolette, évidemment, qu'il rencontre en 1942. Et Pierre Brossolette va devenir proche de lui sur un registre tout à fait différent. Passy admire, Passy, je vous l'ai dit, qui est un homme très intelligent, mais il est en admiration béate devant l'intelligence de Pierre Brossolette. Voilà. Il était époustouflé par la vitesse avec laquelle Brossolette réfléchissait, pétrissait les idées, était capable de concevoir. Voilà. Et Brossolette lui ouvre un monde complètement différent. Lui, c'est un militaire qui n'a pas d'idée politique très nette, qui ne connaît pas ce milieu-là du tout. Brossolette, c'est tout le contraire. C'est un homme politique, voilà, c'est un journaliste, mais un homme politique. Il connaît tous les rouages et il lui ouvre ce monde-là. Et les deux hommes vont vraiment nouer une relation c'est une sorte de coup de foudre amical entre les deux. Voilà. Donc, voilà. Et d'ailleurs, Brossolette lui rend l'appareil. Brossolette est très admiratif de ce qu'a fait Passy. Voilà. Donc ça, c'est à Londres, il y en a d'autres. En France, on a mentionné tout à l'heure Rémy
Rémy, il recrute Rémy, il fait un pari sur Rémy, et Rémy crée un des plus grands réseaux de renseignement en France. Il recrute Fourcault, il recrute Saint-Jacques, enfin bon, il recrute tout un tas d'hommes qui vont l'entourer et qui sont extrêmement importants. Enfin, et c'est évidemment extrêmement important, c'est un homme extrêmement courageux, qui, dès 1940, en fait, a demandé à partir en mission en France. Alors, à ce moment-là, ça ne s'est pas fait. Ensuite, il a demandé constamment en 1942, ça ne s'est pas fait non plus pour de multiples raisons. Et puis finalement, en 1943, ça s'est fait. Alors, les Britanniques et d'ailleurs les Français libres n'étaient pas chauds bouillants parce qu'envoyer le chef des services secrets qui connaît absolument tout du détail des plans en mission en France, avec le risque évidemment qu'il se fasse capturer, c'est prendre un risque qu'on peut évaluer complètement disproportionné. Voilà. Alors, ceci dit, lui, il est persuadé, et il a sans doute raison, qu'en étant sur place, il va être capable de faire avancer considérablement, très vite, l'unité de la résistance en zone nord, comme Moulin l'a fait en zone sud, et il prend l'engagement, si il est capturé, de se suicider. Il prend cet engagement à l'égard du général de Gaulle, et effectivement, il se fait faire une chevalière, il emporte avec lui la pilule de cyanure que les services britanniques proposent aux agents qui vont partir en France mais qui ne sont pas obligés de prendre. Il y a plein d'agents qui ne la prennent pas. Lui, il la prend et il a raconté combien finalement ça le libérait, ça lui enlevait un poids de l'épaule de savoir qu'en cas de capture, il serait en mesure de se suicider en très peu de temps. Voilà. Donc, il a effectué cette mission dans Paris occupé fin de l'hiver et du début du printemps 1943, donc c'est une mission extrêmement importante, et il repartira en 1944, alors lui, il parle d'une mission clandestine, 1944, en août 1944, il est parachuté en Bretagne, bon, c'est pas vrai, d'abord il saute en uniforme, donc ça n'a plus rien à voir, les Américains sont là quasiment le lendemain. Il n'empêche qu'il va mener un certain nombre d'opérations militaires en tant cette fois qu'officier, et que tous les hommes qui ont été autour de lui, notamment les Alliés, ont témoigné qu'il manifestait un courage absolument exceptionnel. Voilà. Bon, que retenir de tout ça? Eh bien, on peut dire on peut suivre par exemple Claude Sérel. Claude Sérel considérait que, donc c'était un des premiers engagés, il considérait qu'avec Leclerc, Passy était l'un des deux choix du général de Gaulle qui s'étaient révélés les plus intuitifs et les plus, disons, efficaces. Voilà. Donc ça positionne Passy. Et aujourd'hui, les historiens s'accordent à dire, d'abord ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que son action, ça a été une véritable prouesse, et puis que c'est, disons, un des 4 ou 5 hommes, c'est Jean-Louis Crémieux-Briac qui écrivait cela, que c'est un des 4 ou 5 hommes sans lesquels, en fait, la France libre n'aurait pas été ce qu'elle a été. Voilà. Donc, quelqu'un qui a joué un rôle essentiel dans cette histoire. Alors, tout cela, évidemment, ne se fait pas tout seul, et Passy a dû se battre, et j'ajouterais même que, probablement, il a aimé se battre pour l'obtenir. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot, pugnace, j'aurais pu choisir combatif, j'aurais même pu choisir bagarreur. Parce que dans son trait de caractère, voilà, il y a une manière, vous allez le voir, d'aller au combat. Passy a une personnalité affirmée, bon, un peu comme tous les grands résistants, s'ils n'avaient pas eu une personnalité affirmée, ils seraient restés au coin du feu tranquillement, donc il a une personnalité affirmée, et cette personnalité, évidemment, elle va s'affirmer encore davantage à mesure qu'il va prendre du poids dans la France libre et que sa parole va prendre de l'importance. Il est intelligent, il est sûr de lui, et donc il défend son point de vue avec acharnement. Il le fait, à commencer par... il le fait d'abord et avant tout devant le général de Gaulle. Et on a dit courageux tout à l'heure, défendre son point de vue quand on n'est pas d'accord avec le général de Gaulle, je ne l'ai pas connu personnellement, mais enfin, ça n'avait pas l'air hyper facile. Lui, il le fait, et il ne le fait pas une seule fois, il le fait à de nombreuses reprises. Alors, je vous ai mis cette photo, qui est une photo importante, parce que c'est une photo que le général de Gaulle a signée en décembre 1942 au Bessera. Il y a l'équivalent qu'il a dédicacé à André de Wavrin personnellement, dans lequel il utilise ce mot de confiance, qui est fondamental pour Passy. Il attendait de ses supérieurs réellement qu'ils lui fassent confiance. Cette confiance, en réalité, elle a mis du temps à naître. Et c'est pas un hasard si elle date de fin 42. La confiance, elle est née en 42. En 40-41,
au contraire, Passy, à intervalles réguliers, nourrit des doutes à l'égard du général de Gaulle. Il nourrira jamais aucun doute à l'égard de la France libre. Il nourrira jamais aucun doute sur le fait qu'en 1940, il a fait le bon choix et que la France libre, c'est ce qu'il appelle un mouvement en or. Ça, aucun doute. Mais quant à la capacité du général de Gaulle à se muer en vrai chef politique, il a des doutes parce qu'il doit essuyer les colères invraisemblables du général qui le renvoie comme s'il était un gamin. Enfin voilà, donc il a du mal et il va falloir attendre, disons, le retour du général de Gaulle à Londres vers septembre 41 et puis 1942. Là, les relations vont vraiment se nouer. Et il connaît son de Gaulle par cœur. C'est-à-dire qu'il apprend à connaître de Gaulle et il sait quels arguments mobiliser pour le convaincre, etc. Et il n'hésite pas à aller vraiment au contact, on dira. Je vous donne trois sujets. Par exemple, le général de Gaulle était totalement hostile à la naissance du BCRA. Le général de Gaulle était hostile à ce qu'un même service concentre renseignement et surtout action politique, action militaire. On l'accusait d'être un apprenti dictateur et donc il voulait séparer bien nettement action politique, action militaire. Le problème, c'est que ça ne marchait pas. La France libre n'avait pas assez de moyens pour pouvoir faire ça, et donc ça ne marchait pas. Et Passy va revenir sans arrêt à la charge jusque ce mois de juin 1942, où de Gaulle cède. Il n'y a vraiment pas beaucoup de biographies dans lesquelles vous pourrez lire « Tiens, de Gaulle a cédé ». Là, il cède face à Passy, et il crée ce service unique dont il n'aura pas à se plaindre. De la même façon, en 1943, de Gaulle est part à Alger et il y a tous ces débats sur la fusion avec les girodistes et de Gaulle est à 1000 années-lumière de l'action clandestine en France. Il a tellement d'autres sujets à traiter que du point de vue de Passy, il ne se préoccupe pas assez de l'action en France et il ne se préoccupe pas assez de qui va garder le contrôle des services secrets. Et il pousse et finalement, on ne peut pas dire que de Gaulle ait manifesté un intérêt extraordinaire, mais il va obtenir gain de cause et je vous l'ai dit tout à l'heure, les services fusionnent et de Gaulle va imposer un gaulliste à sa tête et va petit à petit évacuer de la direction les girodistes. Voilà. Et donc il a suivi le conseil de Passy. Jusqu'à la fin 45, je vous ai dit, Passy crée le SDEC, l'ancêtre de la DGSE actuelle. Pour de Gaulle reste malgré tout un militaire assez traditionnel par certains aspects, et donc pour de Gaulle, il est évident que les services secrets vont être attachés à l'armée. Je vous l'ai dit, Passy, l'armée, c'est vraiment pas son truc. Enfin, vraiment, il trouve que les militaires... Alors, puis en 1945, l'armée, c'est quand même essentiellement des gens qui viennent de Vichy, donc c'est pas fait pour lui plaire, et donc, il trouve que c'est pas une bonne idée, et il milite pour que les Français fassent la même chose que ce qu'ont fait les Britanniques, c'est-à-dire rattachent les services secrets au pouvoir politique, à un ministère, finalement, ce sera au gouvernement, voilà, au chef du gouvernement, et il obtient, de Gaulle dit non, hors de question, il le renvoie en lui disant hop, et puis, petit à petit, hop, il change d'avis, et hop, à la fin, juste avant de démissionner, eh bien, effectivement, enfin, quelques semaines avant de démissionner, il donne raison à Passy, et effectivement, les services secrets seront rattachés, jusqu'en 1966, j'en reparlerai tout à l'heure, au ministère des Armées ou de la Défense. Voilà, donc, face à de Gaulle, il n'hésite pas à aller au contact, et malgré ça, évidemment, il va rester absolument fidèle. Il n'y a aucun moment, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des doutes en 40-41, ça ne le rend pas infidèle, mais à partir de là, 42, ça devient un ultra-gaulliste. Hein, vous ne pourrez pas glisser un papier de cigarette entre lui et le général de Gaulle. Il est absolument fidèle, que ce soit par exemple dans les rapports avec les résistants de l'intérieur, il incarne la France libre, le gaullisme, c'est-à-dire l'autorité de l'État, et son idée c'est bien d'imposer l'autorité de l'État aux résistants de l'intérieur, exactement comme de Gaulle, et puis évidemment, alors, face aux girodistes aussi, là c'est un ultra-gaulliste, lui il dit la fusion peut se faire, tant que les girodistes disparaissent, la fusion se fera, aucun problème. Voilà, mais vraiment, il est très 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 gaulliste. Alors, fidèle, certains considèrent que quand même il va un peu loin, et que, à force de grossir, comme ça, son service devient un peu impérialiste. J'ai un peu hésité à utiliser le mot, mais en fait le mot, il vient de Brossolette. C'est Brossolette qui l'utilise dans un courrier à André Philippe en 1942, précisément pour convaincre André Philippe de soutenir Passy. Et il écrit, je cite, « Certains lui reprochent un peu l'impérialisme du service. Il est de fait qu'ayant un instrument qui marche bien,
Il est furieux quand il voit des incapables réclamer des tâches qu'ils rateront et que lui aurait réussi. Alors là, vous avez un trait de caractère que les deux hommes partagent et qui explique aussi qu'ils se soient trouvés. Ils ont un peu la dent dure. Voilà, ils arrivent à dire des horreurs sur tout le monde, et y compris sur leur propre chef. Je vous l'ai dit, ce que Passy apprécie, c'est la jeunesse, l'intelligence, le dynamisme, le courage. Il déteste les vieux, les gens qui ne jugent pas supérieurement intelligents, les mous, les lâches, les incompétents. Voilà. Et il est assez profondément irrévérencieux. C'est-à-dire qu'il a quand même tendance à placer ses chefs dans la catégorie qu'il n'aime pas. Par exemple, le général Petit, qui est le chef d'état-major en 1941, hein, bon, que personne considérait comme une flèche, mais enfin quand même, lui, il écrit qu'il a l'air plein de bonne volonté, mais qu'il se noiera dans un crachat. Voilà. C'est la première version de ses mémoires. Le général de Gaulle, quand il lira ça, il tiquera quand même un peu et il réussira à le convaincre de changer un peu et de changer le crachat par un verre d'eau. Mais enfin, ça vous donne le niveau. Alors, évidemment, quelqu'un qui a la dent dure et qui parle comme ça se fait des ennemis. Et Passy n'en manque pas. Il s'est fait énormément d'ennemis. Alors je vais essayer de les ranger, hein, pour qu'on s'y retrouve dans l'armée des ennemis du colonel Passy. Alors il y en a beaucoup à l'intérieur de la France libre. Beaucoup. Ça commence dès 1940 avec l'amiral Muselier, bon, qui deviendra un adversaire du général de Gaulle, mais vraiment, ils ne s'entendent pas. Il ne s'est pas entendu avec un seul des directeurs du CNI, du commissariat à l'intérieur, donc il trouve que c'est des incapables. Donc c'est d'abord Palevski, puis Dejean, puis Dietel. Voilà. Il s'entend pas mal au départ avec André Philippe, qui prend le commissariat en 1942, parce qu'en fait Philippe a très peu de pouvoir, mais à mesure que Philippe va bouger, bon, les relations vont se dégrader, et il aura des mots vraiment très irrespectueux à l'égard de Philippe. C'est vrai aussi pour les militaires. Ils détestent le général Cochet, par exemple, qui arrive à Londres en 1901. Ils détestent le général Dastier, François Dastier, alors qu'il arrive à Londres. C'est le BCRA qui a évacué le général Dastier fin 1942 pour l'emmener à Londres. Il a raconté que quand il a annoncé ça au général de Gaulle, c'est la seule fois que le général de Gaulle, je ne sais plus s'il l'a embrassé ou enfin vraiment, le général de Gaulle était hyper content que le général Dastier soit à Londres. Pas Passy. Passy, il le trouvait nul. Voilà. Donc, même quelqu'un comme Koenig, il coche pas mal des cases que Passy aime. Il est jeune, il est dynamique, il est incontestablement courageux. Bon, il trouve qu'il a l'intelligence d'un caporal. Voilà. Je vais fermer les guillemets. Donc voilà, vous voyez qu'il est capable quand même d'aligner les milliers. Donc il n'y a pas grand monde à son niveau d'intelligence qui trouve grâce à ses yeux. Il y en a quelques-uns. Je vous ai dit, il y a Brossolette. Il y a Billotte, qui devient le chef d'état-major en 1942 et qui devient vraiment un très très proche du général de Gaulle, lui absolument. Et il y a Soustelle. Voilà. Ceux-là, c'est des frères, c'est des purs, c'est des purs. Donc, et d'ailleurs ils le lui rendent bien, hein, dans leurs écrits, Soustelle, Billotte, etc., Lou, Passy. Billotte, il écrira que la seule chose qu'il trouve à reprocher à Passy, c'est d'avoir fait croire qu'on pouvait confier les services secrets à un amateur et que ça marcherait bien. Voilà. Donc, ça c'est à l'intérieur de la France libre. Évidemment, il a beaucoup d'ennemis chez les girodistes, en fait tous. Voilà, à peu près tous. Pour lui, les girodistes, il utilise l'expression, voilà, c'est les services girodistes, hein, les services secrets qui ont quitté Vichy, qui sont allés en Afrique du Nord, qui se sont mis à la disposition du général Giraud, et puis qu'il a bien fallu fusionner avec le BCRA. Alors cela, vraiment, pour lui, c'est l'écume attentiste de Vichy. Voilà, c'est sa phrase. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il prend même pas... Quelqu'un comme Soustelle n'en pense pas moins. Soustelle déteste les girodistes, mais Soustelle, il met les formes, il est un peu diplomate. Passy, il aurait vraiment pas pu être diplomate. Passy, quand il prend même pas la peine de cacher le mépris que lui inspire, par exemple, le chef des services, le colonel Rivet. Le colonel Rivet, il a été chef des services avant la guerre, pendant la guerre, voilà. Eh ben non, lui, non. Alors, dans ses mémoires, il le qualifiera d'aimable vieillard, voilà. Mais quand il n'est pas dans ses mémoires, quand il est comme ça, dans la vraie vie, par exemple quand il discute avec Soustelle, il dit plutôt
il moque la bêtise du personnage, ou il parle d'un polichinelle radoteur. Voilà. Donc, encore une fois, pas la meilleure façon de se faire des amis. Et puis, il ne va pas non plus avoir des relations très simples avec les grands chefs de l'action, enfin les grands responsables de l'action clandestine en France. Je pense par exemple au chef de mouvement. Il a des relations mais exécrables avec Emmanuel Dastier, le chef de Libération Sud, qui va devenir, avec lequel il va devoir travailler, et dont je vous ai dit qu'il a finalement partiellement obtenu sa tête. Voilà. Alors c'est un peu difficile de savoir quand a commencé leur inimitié. 42, ils disent tous les deux 42, c'est pas certain. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est qu'ils se détestaient absolument tous les deux. Même quelqu'un comme Freinet, que, a priori, Passy pouvait donner l'impression d'apprécier, et d'ailleurs, dont il est resté pas proche, mais enfin voilà, ils ont gardé des liens jusqu'à la fin de leur vie, en fait, il le considérait comme à moitié fou. Voilà, et il se cache pas, il le dit. Voilà. Donc voilà. De la même façon, il a des relations compliquées avec certains de ses grands agents. Rémy. Je vous citerai des mots de Rémy tout à l'heure qui sont assez durs. Bon, voilà, vous avez... Alors Moulin, il y a Moulin. Moulin, c'est un peu particulier, parce que Moulin, lui, il coche toutes les cases. Il est jeune, il est intelligent, il est dynamique, il est courageux. Voilà. Et de fait, les deux hommes s'entendent à merveille, fin 41 quand ils se rencontrent, en 42, ça... Et en fait, la relation ne se compliquera réellement qu'à partir du moment où une concurrence naîtra entre Brossolette et Moulin pour la direction de la résistance unifiée, et à ce moment-là, Passy est complètement passé du côté de Pierre Brossolette. Voilà. Ceci dit, jusqu'à la fin de ses jours, il prendra fait et cause pour Moulin, y compris contre Freinet. Par exemple, quand Freinet accusera Moulin d'être un agent communiste, Passy prendra très très clairement sa défense. Voilà. Donc, un garçon pas facile. Un garçon pas facile et un garçon assez dur. Il a une personnalité, incontestablement, qui ne déborde pas d'empathie. Voilà, il n'a pas beaucoup d'état d'âme, pas beaucoup de scrupules. Vous me direz, il n'est pas chef d'une supérette, mais directeur des services secrets. Et comme il le dit lui-même, on ne fait pas des services secrets avec des enfants de cœur. Donc ça n'est pas un enfant de cœur. Voilà. Je vous cite quelques-uns des propos tenus à son égard de ce point de vue-là, de gens qui ont été à ses côtés, hein, pas des ennemis, des gens qui ont été à ses côtés. Claude Serreul, dont je vous ai parlé, dont il était proche en 1940, dit, bon ben voilà, en fait, il avait le profil du poste. Le fait est que, voilà, esprit géométrique, grandes exigences, froid, distant, peu loquace, parfait pour être chef des services secrets. D'autres sont beaucoup plus critiques. Par exemple, Pierre Sonneville, qui est un grand Français libre aussi, et qui créera un des grands réseaux de renseignement en zone sud, écrira « J'ai rarement rencontré un responsable aussi bien protégé contre tout sentiment ». Saint-Jacques, Maurice Duclos, une de ses premières recrues, 1940, qu'il a envoyé en mission, qui ensuite qui est devenu un des chefs de la section action du BCRA à Londres, écrit « Passy est un mathématicien froid, qui a une règle à calcul à la place du cœur. C'est une tête bien organisée, mais il est dépourvu de tout sentiment. » Voilà. Alors, dans ces propos-là, il faut faire la part des déceptions ultérieures, dont je reparlerai tout à l'heure. Leurs relations se sont compliquées par la suite, mais il n'empêche que ce qui ressort, c'est ça, c'est un manque d'empathie. Et d'ailleurs, Passy lui-même écrira, je cite, qu'il n'est pas doué de beaucoup de rayonnement. Voilà, en fait, c'est un chef qui est admiré, qui est respecté, qui est craint, mais qui n'est pas aimé. Enfin, voilà, la question ne se pose pas en ces termes-là. En tout cas, voilà. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un chef des services secrets? Je ne sais pas. Pardon? C'est pas le rôle d'un chef d'être aimé. Ah, peut-être. En tout cas, c'est un constat. Il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé. À l'exception d'André Manuel, son second, qui, pendant toute la durée de la guerre, va lui éprouver, et je laisse de côté Pierre Brossolette évidemment, mais qui lui va éprouver une profonde, durable admiration pour son chef, alors même qu'il est conscient de ses défauts. Voilà, il va rester très attaché. Bon, évidemment, tout ça fait qu'il est lui-même extrêmement critiqué. Et là je parle de la période de la guerre, entre 1940 et 1944, il est bien souvent critiqué,
En fait, il y a un personnage qui va naître, je vous ai parlé tout à l'heure, Passy devient un personnage qu'on va charger de tout un tas de travers qui ne sont pas les siens. Voilà, il en a, hein, je ne les cache pas, mais on va lui en mettre sur les épaules qui ne sont pas les siens. Voilà, on va créer notamment la légende d'un homme d'extrême droite, hein, c'est la légende d'un homme, d'un cagoulard, donc un membre de l'extrême droite de l'avant-guerre. On va le qualifier de Himmler, il va être traîné dans la boue, souvent par les adversaires du général de Gaulle, parce qu'évidemment, quand on veut démontrer que de Gaulle c'est un apprenti dictateur, eh bien, on glisse facilement à l'idée que le chef de ses services secrets, c'est le chef des basses œuvres, et donc c'est l'équivalent du chef de la Gestapo, d'Himmler. C'est exactement les mots qu'on trouve hein, dans les textes, y compris dans des textes américains de l'époque. Donc, il va être traîné dans la boue, et il va être... Alors, il va dire que ça ne l'affecte pas beaucoup, en réalité il est blessé. Et il est blessé parce que pendant toute la durée de la guerre, il ne peut pas se défendre. Il est chef des services secrets. Le chef des services secrets ne prend pas la parole pour se défendre contre les attaques qui sont menées contre lui. Et donc, cette réputation, cette légende noire, il va la traîner comme un boulet, j'allais dire jusqu'à la fin de sa vie. En tout cas, il ne va pas réussir à totalement s'en détacher, alors que, j'y insiste, elle ne repose sur absolument rien. Voilà, il n'y a absolument rien qui va dans ce sens. D'accord ? Donc il est critiqué, mais pendant toute la guerre, il est soutenu. Il est soutenu. Il est soutenu par son équipe. Hein, il a autour de lui le service qu'il a créé et les hommes qu'il a recrutés et qui le défendent systématiquement, bec et ongles. Manuel, Bourselet bien sûr, mais même Bingen, par exemple, avec lequel il aura Boris, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, tous les hommes qui sont autour de lui, à Londres, à Alger, le soutiennent. Il va être soutenu par ses chefs, les chefs d'état-major. Hein, je vous ai dit, il a des relations pas faciles avec le général Petit, il a des relations pas faciles avec son successeur, l'amiral Ortoli. Les deux, s'ils avaient pu, se seraient débarrassés de lui, mais ils n'ont personne d'autre à mettre à sa place, et donc ils le soutiennent, voilà, incontestablement. Et puis, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est soutenu par le général de Gaulle. Hein. Le général de Gaulle, non seulement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ne se sépare pas de lui, donc c'est quand même un signe de soutien manifeste, et puis le général de Gaulle le récompense. Hein. Outre sa carrière, enfin le fait qu'il devient colonel, vous avez là une photo extrêmement célèbre, c'est la seule photo sur laquelle vous verrez en même temps le colonel Passy et le général de Gaulle. Elle a été prise le 27 mai 1943, le jour où la médaille, où le colonel Passy, a été fait compagnon de la Libération, où la croix de la Libération lui a été remise par le général de Gaulle. Donc il le reçoit dans ce petit groupe, hein, je vous rappelle, 1038 personnes en tout sur la guerre, donc il le reçoit parmi ces happy few qui sont les compagnons de la Libération. Voilà. Malgré tout, le troisième mot que j'ai retenu, c'est le mot déchu. Le mot déchu. Pour le comprendre, on peut partir de ce qui s'est passé il y a très exactement 1 an à Neuilly-sur-Seine. Vous avez une image là d'une cérémonie qui a eu lieu à Neuilly-sur-Seine où une place en fait, a reçu le nom de colonel Passy. À la demande de la famille. La famille a réussi à convaincre la municipalité de Neuilly de renommer cette place. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Évidemment, à partir du moment où on donne son nom à un espace, c'est la première fois que son nom est donné à un espace public. D'accord ? La première fois. Donc, ce que ça nous dit, c'est évidemment, quand on donne le nom de quelqu'un à un espace public, c'est qu'on reconnaît ses accomplissements. J'y reviens pas, ils sont incontestables. Mais évidemment, quand la première fois survient pour un homme de cette carrure, 25 ans après sa mort, et si longtemps après la guerre, évidemment, ça pose problème. Quand même. En tout cas, ça pose question. Ça pose question, pourquoi personne n'a-t-il pris une telle initiative plus tôt ? Et plus profondément, comment expliquer qu'un homme qui, manifestement, a joué un rôle majeur dans le succès du projet gaulliste, comment expliquer qu'un homme comme celui-ci n'ait joué aucun rôle actif après la guerre, après la libération ? Bon, certains, à commencer par lui-même, diront que, en fait, c'était un choix et qu'il n'a jamais voulu se lancer dans une carrière politique et que, par conséquent, il voulait faire une carrière dans le privé, ce qu'il a fait, et que donc les choses rentrent dans l'ordre, on l'a oublié, il voulait être oublié.
Le problème, c'est que c'est faux. Le problème, c'est que c'est totalement faux. Donc, et c'est tout à fait contraint et forcé que Passy s'est retiré. Et j'ai choisi ce mot déchu parce qu'il me paraît le plus adapté, le plus adéquat. Pourquoi? Parce que ce mot, il suscite la gêne. Voilà. Et il suscite la gêne, et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, depuis 1947, depuis la chute du colonel Passy, c'est-à-dire la chute d'un grand personnage, d'un héros, d'un homme étroitement associé au général de Gaulle, eh bien, cette chute suscite la gêne. Elle suscite la gêne de tout le monde. Elle suscite la gêne des gaullistes, en premier. Elle suscite la gêne chez des journalistes, elle suscite la gêne chez des historiens qui acceptent pas d'aborder les choses trop frontalement pour dire les choses. Elle suscite la gêne, plus étonnamment, dans les années 70-80, à gauche, parce que entre-temps, Passy a soutenu l'union de la gauche dans les années 70, donc même les communistes qui étaient très critiques à son égard, dans les années 70-80, ça devient plus compliqué. Voilà, on est gêné de voir un héros qui tombe, et la tendance, ça va donc être de faire de l'affaire qui l'a fait chuter une affaire compliquée, de fonds secrets, quasi impossible à comprendre. Alors on va dire, ouais, c'est compliqué, c'est un truc de service secret, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Et donc, on préfère jeter un voile pudique sur cette affaire, plutôt que de l'étudier sur le fond. Même quand on a les moyens de l'étudier sur le fond. Ce qui n'était pas mon cas. Pendant longtemps, moi, j'ai pas pu l'étudier sur le fond, parce qu'on m'a interdit d'accéder au dossier en question. Mais quelqu'un comme le général de Gaulle, par exemple, ou quelqu'un comme le général de Boissieu, qui ont parlé effectivement d'un complot à l'égard du colonel Passy, eux, ils avaient le dossier, mais ils ne l'ont pas lu. Et ils ont bien fait attention de ne pas le lire pour pouvoir dire « Ah, je ne connais pas le fond de l'affaire, mais c'est sûr, c'est une manœuvre. » Bon. Alors d'ailleurs, je prétends pas... en tant qu'historien, qu'est-ce que moi je veux dire? Je veux dire d'abord que Passy, je vous l'ai dit, c'est un personnage majeur de l'histoire de France. Et à ce titre-là, il échappe même à la mémoire familiale, par exemple. Il est un personnage essentiel de l'histoire de France, qui plus est mort depuis 25 ans. Et puis, la deuxième chose, c'est que, évidemment, un biographe, il se doit d'embrasser toute une vie. Il doit essayer de comprendre toute une vie dans sa complexité, ou alors il accepte de devenir un hagiographe. Et, à mon sens, de faire un texte qui n'a à peu près aucun intérêt. Et j'ajouterais d'ailleurs que, de mon point de vue, tout particulièrement quand on parle d'un résistant, c'est-à-dire d'un homme qui a priori s'est battu pour la vérité, il me paraît particulièrement important d'essayer de cerner cette vérité. Bon, alors, je prétends pas que ce soit agréable, pour personne, pas pour la famille, pas pour moi. Hein. Je parlais de gêne tout à l'heure, je peux ressentir exactement la même gêne que tout le monde, je veux dire, j'ai pas pris un plaisir particulier à creuser cette histoire, mais en tout cas, j'avais envie, effectivement, de comprendre ce qui s'était passé. Bon. Première chose, Passy est puni. Passy est puni, en fait, il démissionne des services secrets en février 1946, donc peu de temps après le départ du général de Gaulle. Le général de Gaulle aurait préféré qu'il reste, il se fait engueuler d'ailleurs parce qu'il démissionne, mais lui, il estime que ça ne va pas marcher, et donc, il démissionne, et voilà, il ne se passe rien de particulier, mais à un moment, il y a une enquête tout à fait banale sur la base londonienne des services secrets. Les services secrets se sont réinstallés à Paris, bien sûr, mais ils ont gardé une base à Londres. Il y a une enquête fortuite, et cette enquête fortuite révèle des manipulations dans les comptes des services secrets. Et elle conduit à infliger à Passy 2 punitions successives de 2 mois d'arrêt de forteresse. Ce qu'on appelle les arrêts de forteresse, c'est pas en prison, mais enfin c'est quand même enfermé. Hein, c'est dans une caserne à Thionville, à Metz, voilà, c'est vraiment enfermé, 2 mois plus 2 mois. Donc Passy, il a passé 4 mois derrière les barreaux, même s'il n'y a pas de barreaux. La première de ces punitions, début mai 1946, 2 mai 1946, pour le motif suivant, je cite, « Négligence grave dans la passation de ses comptes au moment de transmettre la direction du SDEC à son successeur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enquête a révélé quoi? Que quand il a démissionné, il a omis, c'est ce qu'il dit, il a oublié, de transmettre à son successeur des caisses noires qu'il a créées à Paris et à Londres.
Je m'arrête 2 secondes sur ces caisses noires, parce que le colonel Passy fera semblant de croire qu'on lui reproche d'avoir créé des caisses noires. Personne ne reproche à un chef des services secrets de créer des caisses noires. Tous les chefs des services secrets créent des caisses noires, tout le monde le sait, ça fait partie de leur job. Donc il a créé des caisses noires. On peut comprendre le mécanisme qui l'a conduit à créer ces caisses noires, c'est que en 1946, enfin en fait c'est en 1945, on est en 1945 quand il les crée, il est exactement sur la même ligne que le général de Gaulle, c'est-à-dire il est convaincu que les soviétiques vont envahir la France. Voilà. Il est convaincu de ça, et sa hantise, c'est de se retrouver en 46, 47 ou 48 dans le même dénuement que celui de 1940, là où il avait un bureau, une chaise et une table, pour mener la résistance, une nouvelle résistance contre les soviétiques. Et donc, il trafique les comptes, il crée des caisses noires donc à Londres avec des devises, etc. Et à Paris, il les cache, jusque-là aucun problème. Et quand il quitte le pouvoir, il n'est plus fonctionnaire, il n'est plus rien, il n'a plus aucun rôle officiel. Il ne transmet pas ces caisses à son successeur. Donc, le chef des services secrets hérite d'une comptabilité des services secrets qui a été complètement trafiquée et qui ne fait pas apparaître ses fonds. C'est pas la seule chose. Ça représente déjà beaucoup. On découvre aussi 10 millions de francs qui ont été complètement soustraits à la comptabilité des services secrets. Je fais une petite parenthèse parce que peut-être c'est pas clair pour tout le monde, mais je veux dire, les services secrets sont une administration. C'est-à-dire qu'ils sont secrets vis-à-vis de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils ont une comptabilité. D'accord ? Il est évident que le gouvernement qui dirige les services secrets doit savoir ce que les services secrets font. Donc, il y a une comptabilité à l'intérieur. Il y a des règles d'administration qui s'appliquent à l'intérieur. Bien sûr, pas vis-à-vis de l'extérieur. Bon, on découvre que Passy a fait retirer 10 millions de francs de la comptabilité pour l'investir dans un journal, France Soir. Sous prête-nom. Il n'est pas intervenu directement, mais tac, 10 millions de francs. En fait, il s'est fait escroquer d'ailleurs, parce qu'évidemment, pour faire ce genre d'opération, il faut faire appel à des gens pas très transparents, et il tombe sur quelqu'un qui va l'escroquer. De la même façon, il a fait disparaître 5 autres millions de francs qu'il a prêtés et pour lesquels il s'est fait escroquer. Au total, tout ça fait 77 millions de francs. Alors, 77 millions de francs, c'est assez compliqué à convertir. J'ai renoncé à convertir dans mon livre parce qu'on peut trop facilement contester ces chiffres. Globalement, 77 millions de francs, c'est à peu près 77 millions d'euros. Un peu moins. 70 millions d'euros. D'accord ? Ça, c'est la première punition. Voilà. 77 millions de francs de l'époque qui ont disparu de la comptabilité des services secrets et dont il n'a pas rendu compte. Deuxième punition le 1er juillet. Cette fois, c'est différent. Cette fois, on lui reproche d'avoir, je cite, employé à la tête d'un grand service de l'État pour des fins personnelles, certains des moyens placés à sa disposition. En fait, on l'accuse, et il a avoué, d'avoir profité des fonds du service pour faire un bénéfice personnel de 1 million de francs. 1 million de francs, même si on ne rentre pas dans les petits calculs pour savoir en euros ce que ça représente, 1 million de francs, ça représente 5 ans de son salaire de l'époque. Voilà. C'est pas tout à fait une brute. Alors évidemment, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur la véracité de ces accusations. D'accord ? On pourra en reparler éventuellement par la suite. Quand on étudie l'ensemble du dossier, il ne fait à peu près aucun doute que ces accusations sont fondées. Voilà. Et d'ailleurs, celle qui lui est le plus insupportable, et on peut le comprendre, c'est celle de l'enrichissement personnel. Il l'a avoué. Voilà. Donc, sur cette authenticité, on pourra en discuter, mais en fait, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de doutes. On peut s'interroger sur les raisons qui l'ont conduit à faire ça. Je vous ai dit, et chacun aura son opinion là-dessus. Je vous ai dit, il y a effectivement une forme de l'anticommunisme qui domine à ce moment-là chez Passy, la peur réelle, partagée avec beaucoup, parmi les gaullistes, d'une invasion soviétique de la France. Donc ça, c'est très net. Il y a aussi, contrairement à ce qu'il a dit, la volonté de se lancer dans une carrière politique. Car contrairement à ce qu'il a dit en 1946, il est candidat aux élections législatives dans le Nord contre un certain Maurice Schumann. Donc il souhaitait bien se lancer dans une carrière politique, d'où peut-être l'intérêt d'avoir un journal qu'il contrôlerait. Et puis, alors il y a un dernier argument,
c'est les femmes. Ah, les femmes. Je vous ai dit tout à l'heure, Passy était marié en 1940, il était déjà marié, son mariage était déjà fini quasiment. En 1941, il a fait venir sa femme et ses enfants à Londres, enfin en Angleterre par les réseaux. Il les a mis dans une maison bien loin de Londres et puis ça a été terminé. Et bon, ça s'est très mal passé et il a divorcé de cette femme début 1946. Et il s'est aussitôt remarié avec une autre femme, jeune femme qu'il a rencontrée en 1945, qui s'appelle Madame Veuve Pascale Féline, sur laquelle j'ai trouvé un certain nombre d'éléments, mais pas autant que j'aurais aimé, parce que incontestablement elle a joué un rôle. Alors évidemment, il faut se méfier. Il faut se méfier quand on fait l'histoire, chercher la femme, bon voilà, l'homme se fait manipuler par les femmes, blablabla. Il n'empêche qu'il y a quelques éléments qui sont très nets. C'est que Passy est tombé raide amoureux de cette femme. Vraiment fou amoureux de cette femme. Et deuxième chose, que cette femme avait quand même un goût assez prononcé pour le luxe et l'argent. Et donc voilà, je vous laisse avec ça, mais évidemment son entourage, ses proches, au sein du BCRA, considère que son train de vie a quand même changé assez radicalement sous l'effet de cette union avec sa deuxième épouse. Voilà. Bon, troisième chose qu'il faudrait évoquer, c'est, alors, finalement, est-ce que ça pourrait être un complot? Évidemment, c'est la défense de Passy, c'est un complot contre lui. Bon, alors, je veux bien, on essaye de réfléchir. Qui complote? Qui complote? Alors évidemment, c'est le gouvernement. Le gouvernement, qui est le gouvernement en 1946? Le gouvernement, c'est tout le monde. Le gouvernement, c'est ce qu'on appelle le tripartisme en 1946, c'est-à-dire il y a les communistes, il y a les socialistes. Alors, les communistes, admettons qu'ils lui en veuillent, et qu'ils en veuillent au général de Gaulle. Les socialistes, ils ne sont pas tellement sur cette ligne-là en 1946. Mais il y a le MRP. Le MRP, en 1946, les chrétiens démocrates, ils s'auto-appellent le parti de la fidélité au général de Gaulle. Le MRP n'a certainement pas l'ambition de nuire à un proche du général de Gaulle pour nuire au général de Gaulle. C'est invraisemblable. Donc, bon, le gouvernement, ok. Ça suppose, si on parle d'un complot, que tous les anciens du BCRA, tous ceux qu'il a eu sous ses ordres, qui étaient proches de lui, et qui l'ont tous lâché en rase campagne, alors qu'ils l'ont soutenu pendant toute la guerre, tous se soient mis d'accord sur un truc invraisemblable. Je vous laisse avec ça. Ça suppose aussi que des gaullistes se soient associés à ça. Parce que, par exemple, celui qui signe les punitions, les deux, c'est l'amiral Ortoli. L'amiral Ortoli, c'est quand même un gaulliste pur jus. Et un gaulliste que le général de Gaulle maintiendra à ses côtés encore très longtemps. D'accord ? Bon, voilà. Je vous donne les éléments. Le complot, on voit mal à qui il aurait bénéficié. Mon opinion, pour revenir au mot que je vous ai donné tout à l'heure, c'est plutôt que tout le monde est gêné. Voilà. Tout le monde est gêné. Donc fin août 46, Passy sort, il est libéré. À ce moment-là, il est en très mauvais état. Il a dépéri réellement pendant son incarcération. Physiquement, mentalement, il est extrêmement éprouvé. Et l'homme qui sort est un homme en colère, profondément en colère. Et qui, alors, l'autre mot, et qui va tout faire pour se venger. Bon, qui va tout faire pour se venger et qui va du coup sombrer dans une certaine forme d'outrance, en fait. Alors, cette outrance, elle va s'exprimer d'abord dans la presse. Il estime que le meilleur moyen pour lui de s'en sortir, c'est de faire le maximum de bruit. Et donc, il va s'exprimer dans la presse, il va évidemment exiger d'être jugé, tout en sachant que ça n'est pas possible, que juger le chef des services secrets dans un procès public, évidemment, aboutirait à étaler sur la place publique toute la vie intérieure des services secrets, et c'est juste impossible. Aucun des gouvernements, jusqu'en 1949, n'envisagera cette option, elle est tout à fait impossible. Il va être extrêmement agressif, finalement moins à l'égard des socialistes qu'à l'égard des MRP. Il va il va accuser dans une lettre publique Schuman, par exemple Maurice Schuman, d'être un lâche, d'avoir refusé de sauter de son avion en 1944, etc. Enfin, des mots extrêmement durs. Il profite là, on est à l'automne 46, si vous connaissez un tout petit peu l'histoire politique, il profite pour le coup des tensions et de la rupture d'une certaine façon entre le général de Gaulle et le MRP, parce que le MRP a soutenu
contre l'avis du général de Gaulle, la constitution de la deuxième mouture de la constitution de la 4e République qui est finalement votée. Et pour de Gaulle, c'est vraiment un crime de lèse-majesté. Et donc là, il y a vraiment une rupture, et Passy se glisse dans cette rupture en attaquant les chrétiens démocrates. Il va évidemment se présenter comme la victime d'un complot communiste. En 1946, les communistes n'interviennent pas beaucoup dans l'histoire. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en 1947, ils vont beaucoup intervenir. Pourquoi ? Là aussi, c'est la vie politique française. La création du RPF, là on a une polarisation de la vie politique française entre communistes et RPF, et les communistes vont, alors là ils vont pas se priver, ils vont utiliser l'affaire Passy pour essayer d'affaiblir le général de Gaulle. Ils vont se procurer notamment l'un des rapports secrets sur l'affaire Passy, qu'ils vont publier, non pas en une seule fois, ce serait trop simple, ils vont le feuilletonner sur des semaines pour distiller, voilà, pour essayer d'affaiblir le général le général de Gaulle, enfin le colonel Passy, à travers lui, le général de Gaulle, enfin tout le monde en même temps. On est là vraiment dans la compétition, la guerre, disons les choses, entre les communistes et les gaullistes en 1947. Voilà. Par ailleurs, dans la presse, mais jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessera d'affirmer qu'on a essayé de l'assassiner, de l'empoisonner, de le laisser mourir de faim, etc. Bon, tout un tas de choses qui sont pas vraiment étayées. Donc ça, c'est dans la presse. Peu après, deuxième domaine dans lequel il va s'exprimer, ses mémoires. Il va rédiger ses mémoires. Alors ceux qui rédigent leurs mémoires, je m'excuse même s'il y en a parmi vous qui rédigent leurs mémoires, enfin ceux qui rédigent leurs mémoires le font généralement pour défendre leur action. Voilà, on peut pas, c'est la loi du genre. Donc il le fait, mais il le fait aussi pour régler ses comptes. Et il règle ses comptes de façon très violente à l'intérieur, et notamment il dresse des portraits au vitriol de ceux qui l'ont entouré pendant toute la guerre et l'ont accompagné. J'ai parlé de Manuel, Ortoli, Petit, etc. Enfin, tous ceux dont il estime qu'ils lui ont manqué vont être extrêmement... vont être victimes de ces attaques. Ces mémoires vont déplaire énormément au général de Gaulle. Vous connaissez le général de Gaulle, enfin, je veux dire, tout ce qui s'abaisse n'est pas fait pour lui plaire. Donc les mémoires du colonel Passy ne lui plaisent pas du tout, et je dois dire que même le colonel Passy lui-même, à la fin de ses jours, quand il a relu ses mémoires, déplorait que finalement, après la lecture, il apparaisse comme un petit monsieur. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui se vengeait, en réalité, parce qu'il avait... Et peut-être l'élément le plus significatif en termes de vengeance, c'est qu'en 1947, Passy communique avec le FBI aux États-Unis et fait passer des informations au FBI et dénonce certains de ses anciens proches comme des communistes. À commencer par François Thierry-Migue, Vaudreuil, le chef de la section contre-espionnage du BCA. Enfin, bon, évidemment, tout ça est totalement faux. Ça vous donne juste une idée, voilà, de la colère et de l'esprit de vengeance qui l'anime à ce moment-là. Bon, et donc, bon, il est dans cet état d'esprit, et contrairement à ce qui s'est passé auparavant, à partir de là, ça va être un homme isolé. Alors que jusque-là, il a été globalement entouré, ça va être un homme isolé. Isolé, je vous l'ai dit, de ses anciens subordonnés, qui le lâchent tous, hein, que ce soit André Manuel, Daniel Cordier, en fait tous, quasiment tous. Ces hommes vont ressentir... Il y a un sentiment réciproque de trahison. Évidemment, lui se sent trahi par ses anciens subordonnés, mais ses anciens subordonnés se sentent absolument trahis pour lui. Pourquoi ? Parce que pendant toute la guerre, ils l'ont défendu contre des accusations qui étaient fausses. Et finalement, à la fin de la guerre, ils lui reprochent, en fait, par ses fautes, d'avoir, en quelque sorte, donné raison à ceux qui l'accusaient depuis 1940. Et donc, voilà, bon, ils ont ce sentiment de trahison incontestable. Il est isolé aussi, par exemple, parce qu'il entretient peu de liens. Enfin, alors, il n'a pas du tout l'esprit ancien combattant, mais il n'a pratiquement aucun lien avec les Compagnons de la Libération. Il fait partie vraiment d'une petite cohorte. Mais je raconte, par exemple, en 1964, Jean Moulin, vous savez, les cendres de Jean Moulin sont transférées au Panthéon. Les compagnons sont mobilisés. Bon, il semblerait qu'il y ait un problème de courrier, etc., que l'invitation envoyée à Passy n'arrive pas. Et donc, et Passy est furieux après, écrit au général de Gaulle, parce qu'il découvre que les compagnons sont tout autour à la télévision, etc.
Mais en fait, s'il n'est pas là ce jour-là, ça signifie qu'il n'a pas le moindre contact avec aucun compagnon de la Libération, parce que tous les compagnons de la Libération sont mobilisés depuis des mois pour organiser cette cérémonie, pour se mobiliser, aller veiller le corps, etc. Voilà, ça vous donne une idée de son isolement. Alors, il maintient des liens avec Soustelle, mais enfin, vous savez que Soustelle, à ce moment-là, lui-même, il est un peu isolé. Il maintient des liens avec Achille Péretti, par exemple, le maire de Neuilly-sur-Seine, ça c'est vrai. Mais un certain nombre de ces liens sont un peu factices. Je vous ai parlé tout à l'heure de Rémy. Les deux hommes ont eu des relations un peu compliquées pendant toute la guerre. Mais on a l'impression que finalement, jusqu'à la fin de leur vie, bon, ça a été, c'est pas des amis, hein, mais enfin, ils maintiennent leur relation. Maintenant, je vous fais lire ce que Rémy écrit de Passy. Vous allez voir que des fois, vos amis, il vaut mieux... Passy est un peu fou. Son orgueil est sans aucune commune mesure avec l'orgueil des gens normaux. Son égoïsme est total, c'est un Faustien, mais c'est également un gosse. Car il y a beaucoup de sadisme dans le cas de Passy. Il aime faire souffrir. Je crois qu'il aime la bassesse. Pour quelqu'un qui est censé être proche de Passy, c'est assez violent. Voilà. Bon, donc il est assez isolé, il se retire et il va effectivement faire carrière dans le privé. Voilà. Il va faire carrière dans le privé et finalement, à la fin de sa vie, c'est essentiellement un homme amer. Le mot qui, à mon sens, le désigne mieux, c'est un homme amer, et cette amertume, elle est très largement liée à l'attitude du général de Gaulle à son égard. Il reste très sentimentalement attaché au général de Gaulle. Je vous ai dit, le général de Gaulle l'a gardé. Mais par la suite, au moment de l'affaire, on trouve des mots très favorables de Gaulle à l'égard de Passy, mais ce sont des mots privés. De Gaulle l'a soutenu en privé, c'est tout. Mais il n'a pas rédigé de texte aucun pour le soutenir. Plus grave, 1958, De Gaulle revient au pouvoir. C'est quand même l'occasion, si De Gaulle souhaite soutenir Passy, de le montrer. Passy demande à De Gaulle de lui donner un poste. Et De Gaulle ne lui donnera pas de poste. Pire, il fait rentrer dans son gouvernement Michelet, Sudreau, les deux qui ont mené l'enquête contre Passy en 1946. Le ministre de la guerre de l'époque et celui qui a mené l'enquête. Bon, c'est De Gaulle qui les fait rentrer. D'accord ? 1966. Après, ça continue. C'est-à-dire que Passy reproche à De Gaulle de ne jamais finalement avoir pris la défense du BCRA quand il était attaqué. Par exemple, en 1966, le BCRA est sous les feux de la rampe à la suite de l'affaire Ben Barka. On ressort on ressort les affaires. La presse d'opposition dit voilà, De Gaulle n'a jamais pu se passer de barbouze depuis le temps du BCRA jusqu'à aujourd'hui. Passy, ça le met hors de lui que personne ne prenne la peine d'écrire, et pas le général de Gaulle, pour dire le BCRA, c'était pas des barbouzes. Le BCRA, ils ont joué un rôle majeur pendant la guerre. D'accord ? Donc, il le vit mal. Voilà. Et puis finalement, peut-être le point le plus net, c'est que ce n'est pas De Gaulle qui va, du point de vue de Passy, sauver son honneur. Pour Passy, l'honneur, c'est la Légion d'honneur. Qui va promouvoir Passy dans la Légion d'honneur ? Pendant la guerre, c'est une chose. Après l'affaire Passy, sa promotion est totalement bloquée. Il aurait dû être commandeur en 1946, c'est bloqué. Finalement, c'est en 1957, un avec qui il a gardé de bonnes relations, un de ses anciens agents, Jacques Chaban-Delmas, qui est à la tête du gouvernement, qui lui octroie la cravate de la Légion d'honneur. Et à partir de là, pour Passy, c'est très très important. Il considère que ça le lave de toutes les accusations qu'il y a eu contre lui. Mais l'étape suivante, ça aurait dû être De Gaulle. De Gaulle le lui a promis. Ils se sont rencontrés. Il lui a promis, et même, je dois dire que la proposition a été faite par le chef du SDEC en 1965 pour que Passy soit fait grand officier de la Légion d'honneur. Mais il ne verra jamais rien venir. De Gaulle ne l'a jamais hissé dans la Légion d'honneur. Et finalement, pire, il va falloir attendre que Passy rallie quelqu'un que le général de Gaulle ne portait pas exactement dans son cœur, François Mitterrand, dans les années 1970, pour que, par retour d'ascenseur, François Mitterrand, dès son élection en 1981, le fasse élever à la dignité de grand officier, 81, et finalement Grand Croix en 1994.
94, 4 ans plus tard, donc on est à la fin, hein, vraiment, André de Wavrin s'éteint 4 ans plus tard, en 98, il a 87 ans à ce moment-là, et il emporte avec lui dans la tombe ce que le journaliste Rémi Koffer appelle une part de mystère en même temps qu'un morceau de légende. On est 25 ans plus tard, et il me semble que le temps était venu de dépasser ce mystère, cette légende, pour faire enfin entrer Passy de plein pied dans le temps des études historiques. Je vous remercie. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.